c'était un premier long métrage, est-ce qu'il a été facile à financer? Alors, donc effectivement, la particularité, c'est que je ne suis pas passé par le court-métrage, mais j'ai pas voulu passer par le court-métrage parce que j'avais une activité de metteur en scène, d'auteur et de metteur en scène. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré le producteur, Nicolas Blanc de chez Agathe Film, voilà, je lui ai dit que la question de la direction d'acteur, c'est une chose que je pratiquais depuis quelques années déjà, depuis pas mal d'années. Le travail avec une équipe, etc. Même si le cinéma, ça n'a rien à voir parce que c'est un autre langage. Mais quand même, l'idée de porter un projet artistique, je le pratiquais déjà depuis quelques années. Ensuite, il y a vraiment eu... je dirais qu'initialement, il y a quand même eu le cinéma pour moi, parce que c'est vraiment par le cinéma que je suis arrivé au théâtre, et ensuite par le jeu, parce que je voulais être acteur, etc., et que je suis acteur de théâtre. Et ensuite, le cinéma est arrivé. Donc, c'est vraiment une idée qui m'a toujours habité. Et ensuite, j'avais cette idée qui me trottait depuis pas mal d'années, où je me disais, ça ne peut se raconter qu'en film. C'est-à-dire... le point de départ, il est forcément personnel, intime, c'est-à-dire d'interroger moi, ma double culture, le rapport que j'ai avec l'Algérie, avec ma famille, la dimension culturelle, le fait de, comme le personnage principal, cette manière de compartimenter des mondes, etc. La vie familiale d'un côté, la vie... pour lui professionnel, pour moi parfois artistique, enfin, toutes ces manières de composer et de compartimenter avec le monde et la multiplicité des mondes dans lesquels on évolue. Et donc j'avais envie de travailler cette question-là et le rapport à la cuisine. Le rapport à la cuisine parce que c'est vraiment un univers qui m'est très proche, familier, non pas parce que je la pratique, mais parce que à la fois j'ai travaillé dans des restaurants, que mon père, quand j'étais plus jeune, a tenu des cafés, que le père de mon meilleur ami dont s'inspire le personnage Bernard, c'est quelqu'un qui a tenu des bistrots pendant longtemps. Donc c'est cette culture-là, à la fois du bistrot, la culture des cafés, etc. Enfin, c'est une culture qui m'habite, quoi. Et donc je me suis dit, tiens, il y a les ingrédients pour tenter de raconter, en tout cas, à la fois cette complexité et en même temps, et d'en faire une fiction. C'est-à-dire que la fiction, c'est vraiment l'idée de tous ces ingrédients-là qui sont à la fois proches, intimes, et comment la fiction arrive avec... Par exemple, la fiction est arrivée dans le point de départ avec ce personnage de la fausse mère, de quelqu'un qui demande à une fausse mère de jouer sa mère, et voilà. Et donc, et la fiction, en fait, parfois, moi je dirais que la fiction, elle permet d'aller plus loin. Même, c'est bizarre, hein, mais c'est comme si la fiction, elle permet à la fois d'avoir une distance et en même temps de creuser plus loin sur comment on s'interroge en fait sur nos vies, sur ce qu'on traverse, etc. Voilà. Et quelle fausse mère. Oui, ouais. Et juste pour répondre à la fin, comme ça je fais... est-ce que ça a été compliqué à financer? Oui et non. En fait, c'est-à-dire que à la fois, c'est un petit film en termes de financement, mais quand même qui a été financé. Et en même temps, c'est allé relativement vite. Donc j'ai eu une chance incroyable de pouvoir, que le financement se fasse, voilà. Donc il y a beaucoup de huis clos dans le film. Il y a la cuisine, les appartements, le train. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait que ce va-et-vient théâtre-cinéma, moi je l'ai senti très présent, de la même manière qu'il y a aussi pas mal de réals iraniens par exemple qui sont à cheval sur les deux, le théâtre et le cinéma. Et je trouve que ça donne une fluidité dans le récit qui n'est peut-être pas aussi fort chez certains cinéastes qui eux, on sent la découpe. Là j'ai pas senti la découpe. Donc je voulais savoir si à l'écriture déjà
tout était construit? Et est-ce que tu as aussi laissé une place aux comédiens et comédiennes pour se lâcher sur certaines choses? Alors, je laisse beaucoup de place aux acteurs, mais en fait, pour moi, l'écriture, c'est une partition, en fait. C'est-à-dire que se lâcher, c'est pas forcément pour moi, en tout cas, dans la manière que j'ai de travailler. Effectivement, c'est très écrit. C'est très écrit, mais par contre, j'écris pour des acteurs. C'est-à-dire que j'écris pas des idées dans ma tête, j'écris des personnages qui doivent prendre vie, et que moi, même au théâtre, c'est vraiment je dirais le cœur de mon travail, c'est d'écrire pour les acteurs, pour que ça sonne dans leur bouche. Et donc, après, quand on a fait un travail de répétition, effectivement, avant le tournage, pour voir comment il s'emparait de cette langue, donc on a réajusté des petites choses, mais par contre, c'est important que, d'une certaine manière, entre guillemets, c'était important pour moi qu'il joue la partition. Donc voilà, donc je dirais que en même temps, de trouver l'organicité, etc., tout ça c'est un travail important, mais et là-dedans on peut se lâcher, mais par contre, parce que comme il y a plein de voilà, c'est un film où les dialogues sont importants parce qu'il y a des choses qui sont dites, pas dites, etc. Donc dans cette idée-là, il y a quelque chose comme ça qui se tisse un peu en filigrane, même quels mots sont dits, etc. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui, au fur et à mesure du film. Après, sur la question du théâtre et du cinéma, en fait, le vrai truc, c'est que j'ai la sensation parfois qu'on oppose trop souvent le théâtre et le cinéma. Or, en fait, pour moi, c'est à la fois pas la même chose, et en même temps, il y a quand même quelque chose de commun, et que beaucoup de cinéastes, moi, qui m'inspirent, en tout cas, qui m'ont donné envie de faire du cinéma, c'est des artistes, en tout cas, qui pratiquaient ces disciplines-là. Pasolini, qui a été quelqu'un d'important, moi, dans ma découverte, en tout cas, du cinéma, quand j'avais 17 ans, et les premiers films de Pasolini que j'ai commencé à voir, et qui m'ont complètement chamboulé, et qui m'ont montré qu'un autre cinéma était possible, et qui, lui, pratiquait à la fois le théâtre et le cinéma. Fassbinder, dans le film, il y a des références à Fassbinder, parce que c'est quelqu'un d'important, notamment sur la question sociale, la question esthétique aussi, tout le travail sur la couleur, etc. Bergman, on peut en citer pas mal en fait, qui ont toujours eu cette volonté, et qui est comme, parce qu'on parle au théâtre aussi, on parle de ça, mais il y a plein de manières de faire du théâtre et plein de manières de faire du cinéma, mais au cinéma il y a vraiment cette tradition du cinéma d'auteur, au théâtre aussi. Moi je suis vraiment dans une pratique en tout cas cinéma d'auteur, et puis théâtre d'auteur, parce que j'écris mes pièces que je mets en scène, ou qu'on met en scène à deux avec Émilie Prévoto. Mais voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Ce qui fait que, effectivement, j'ai le souci de la conduite du récit. C'est-à-dire comment il y a quelque chose d'un rythme et de quelque chose qui avance. En même temps, parce qu'on est sur un personnage qui est à la fois qui est coincé, et comment petit à petit la mécanique elle se referme contre lui, quoi. Donc ça, à la fois dans l'écriture et dans la construction, il y a un souci de ça, en fait, vraiment. Mais voilà, c'est juste que, d'une certaine manière, cette histoire-là, j'aurais pu la faire qu'au cinéma, et en même temps, je suis nourri de ma pratique théâtrale aussi. Et, effectivement, et juste pour terminer, je suis un peu long, mais juste pour terminer, le cinéma iranien, effectivement, il y en a beaucoup qui pratiquent, Farhadi, etc. Et en fait, par exemple, le cinéma iranien, là où il me plaît beaucoup, c'est que c'est un cinéma qui pose toujours des dilemmes. Et comme les dilemmes, en fait, amènent à la conduite du récit, et comment on s'en sort ou pas, etc., etc. Et d'une certaine manière, dans la petite cuisine de Mehdi, il y a toujours des dilemmes. Comment on deal avec la situation, etc. Qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc voilà, l'écho en tout cas du cinéma iranien qui moi m'interpelle beaucoup, et le dilemme, on n'apporte pas forcément une réponse définitive à un dilemme, on négocie avec, parfois, et donc c'est un peu ça on apporte une réflexion, et puis on bouge, c'est comme un bateau, quoi, qui bouge, mais par contre
Parce qu'on a tendance à vouloir toujours apporter des réponses immédiates. Or, en fait, on n'apporte pas que des réponses, on navigue. Enfin, des fois, c'est ça, quoi. Et on a des dilemmes et on navigue. Voilà. Je me suis intéressée à la psychologie des personnages. Et il y a aucune... Il y a parfois quelques exagérations, mais bien comprises, surtout pour le rôle de Yamabas, à la fausse mère. Dans la relation de Mehdi avec sa propre mère, il y a le gros problème de la cuisine qu'elle ne lui a jamais apprise. Et je ne sais pas si j'ai saisi vraiment pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait au niveau de la cuisine? Un interdit, une jalousie, enfin je ne sais pas, entre la mère et Mehdi au niveau de la cuisine. Non, c'est plus un truc... par exemple, moi, c'est pas du tout une idée de jalousie ou de... c'est qu'en fait, moi, par exemple, chez moi, c'est ma mère qui cuisinait ou c'était ma sœur. Donc c'était plus ouais, voilà, c'était comme un truc culturel. Mais du coup, c'est juste que ce qui est bizarre, en tout cas dans le film, c'est comme s'il n'avait pas compris que, en fait, il y avait, d'une certaine manière, lui, à la fois il devient cuisinier et en même temps, il n'a pas appris. Il avait le droit. Ah bah bien sûr, il aurait pu apprendre. Mais c'est juste que... Et d'un coup, le personnage de Souila, à l'intérieur et d'une certaine manière, elle vient le confronter à ça. D'un coup, elle agit comme un révélateur mais en fait, oui, c'est super ce que tu fais, mais elle est où ton histoire là-dedans? Et donc, mais c'est pas du tout une... Et d'un coup, il interroge sa mère pour comment ça se fait que tu m'as pas appris, etc. Mais voilà, mais c'est pas du tout un... Enfin, ça s'est fait comme dans une sorte de mécanique de la vie, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, c'est comme ça qu'on fait, etc. En plus, là, il a 3 sœurs, donc... mais c'est pas du tout un truc où elle voulait absolument pas, etc. Mais c'est juste que d'un coup, c'est sa part manquante. Voilà. Moi, je voulais te poser une question sur la scène du train que je trouve, pour moi, ça va être une scène d'anthologie, à mes yeux. C'est ce que tu fais, c'est-à-dire qu'au départ, tu montres les mains levées, les mains qui dansent, et puis la caméra, elle panote. Et à ce moment-là, on découvre qu'on est en train, mais au tout début, la première sensation, on ne sait pas si on est dans une fête, ou dans un bar, etc. Est-ce que ça, c'était voulu? Oui, c'est-à-dire que il y avait vraiment l'idée... Alors, juste cette scène, elle est hyper importante. Mais c'est marrant parce que avant le tournage, parce que forcément, avant le tournage, comme on est sur un film à petit budget, etc., on se pose la question de tourner dans un train, ça coûte cher, faut trouver du monde, etc. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce qu'à un moment, on était dans des dilemmes. Forcément, tout film est dans des dilemmes de choix liés aux financiers, etc. Et moi, j'ai dit, mais il faut absolument cette scène. C'est-à-dire qu'on va trouver... Parce qu'avant, et après, ils se retrouvaient à la fin du train, etc. Donc, j'ai abandonné les choses, je l'ai concentré sur le moment du wagon. Mais je disais, il faut absolument cette scène, parce que pour moi, cette scène, cette femme qui agit sur tous ces gens, tous ces mondes, qui navigue dans ces différents espaces et qui a l'air d'y circuler avec une telle liberté. En fait, pour moi, cette scène, c'est comme une métaphore de elle qui fait danser la France. Et donc, elle est capable d'aller jusque-là. Et donc, j'espère que ça deviendra une scène d'anthologie, comme vous dites, et surtout une scène qui soit un pied de nez aussi à l'époque, qui est une époque qui est très corsetée, pour ne pas dire d'autres mots, mais voilà. Et donc voilà, il y avait vraiment cette idée-là. Et ensuite, effectivement, à la fois même si on était très contraints, parce que il y a peu d'espace en fait c'est vraiment c'est un intercité et tout, donc il y a peu d'espace pour circuler, donc on est vraiment à l'épaule, etc. Et en plus, on avait encore plus de contraintes parce que on avait le droit, parce que c'est vraiment un train qui circule normalement, qui faisait Lyon, qui faisait Lyon-Nantes. Enfin, donc il traversait comme ça toute la France. Et donc on avait 3 heures pour tout boucler. C'est-à-dire 3 heures pour à la fois filmer la scène où ils discutent juste avant, et ensuite la scène de la danse. Donc, comme on a peu de temps,
moi j'ai répété vraiment en amont avec tous les figurants et tout. On a répété, à la fois on a choisi leurs costumes, donc on a fait toute une session. Moi je voulais des choses très colorées, etc. Quoi. Enfin voilà, vous voyez, de toute façon dans le film, toute la question de la couleur. Je voulais des choses très colorées. Je voulais aussi que on a répété de la danse un peu, parce qu'on a demandé à une chorégraphe qui travaille, qui fait de la danse, qui a un groupe de danse du ventre. Et je voulais vraiment, en plus que avant que ça parte dans une sorte un peu de truc très festif, très qui part un peu dans tous les sens et tout comme ça, qui est vraiment l'idée de elle leur apprend les rudiments, qu'on ait la bascule entre le moment où elle montre à Léa et que d'un coup elle montre à tout le monde. Et donc ce moment-là, c'est vraiment, et effectivement, il y a vraiment cette idée où comme si on basculait dans un autre, donc avec effectivement cet éventail qui vient ramener une grammaire comme ça, de la découverte, le gros plan, les deux derrière, le gros plan sur elle, ensuite le plan large sur tout le monde, et d'un coup cette découverte que tout le monde est en train de participer, avant de rentrer dans un truc beaucoup plus organique. C'est-à-dire, le truc organique, c'est comment on suit son mouvement et comment on est embarqué avec elle, mais c'est toujours elle qui guide le mouvement. Et ça, c'est hyper important, par exemple, en termes de mise en scène, que quand il y a Souila, c'est elle qui guide le mouvement même de la caméra. C'est pas nous qui imposons, c'est elle qui impose son rythme. Et ça, et ce qui fait c'est pas la même grammaire, par exemple, que quand on est dans le bistrot, etc., mais que elle impose, voilà, elle impose son cadre, elle impose le mouvement, enfin voilà. Alors, vous avez dit que vous écriviez vos dialogues pour les acteurs, ouais, les actrices. Alors, est-ce que quand vous étiez en train d'écrire, est-ce que vous aviez déjà en tête Younes Boussif et Yam Abbas? Alors, deuxième question qui est liée, est-ce que Younes Boussif, vous l'aviez repéré déjà dans Les Magnétiques ou dans Le Ravissement, ou est-ce que vous le connaissiez par ailleurs? Et Yam Abbas a-t-elle accepté facilement ce magnifique rôle? Alors, quand j'ai écrit, non, je pensais pas à Younes ni à Yam, pour le coup, ce qui est d'ailleurs très différent parce qu'au théâtre, mais au théâtre, je pense, après je travaille avec des gens que je connais bien, qui sont proches, etc. Donc j'écris pour les acteurs, souvent. J'ai la distribution et j'écris pour les acteurs. Là, c'était un autre mouvement, parce qu'en plus, comme enfin voilà, on se lance dans... Moi, j'ai fait l'atelier scénario de la Fémis, où j'ai développé le scénario, une première version du scénario. En même temps, quand on se lance dans cette aventure, c'est un premier film, un premier long métrage. On se dit pas, ouais, super, on va le faire, ça va être bon, on va le faire. On se dit, on y va, pas à pas, on va voir. On va essayer d'amener cette histoire au maximum. Après, c'est quand, par exemple, il y a la première rencontre avec le producteur, où là, je me dis, bon, déjà, il y a une première étape, ça c'est super. Et puis, la deuxième étape, c'est aussi quand il y a eu le distributeur, Roxane Arnold et Eric Lagesse, qui ont lu une version du scénario et qui ont dit, on y va. Là, je me dis, bon, ça commence... Enfin, vous voyez, il y a vraiment un truc, surtout pour un premier long, etc., quand on n'est pas à la fois quand on n'est pas du tout dans le circuit, etc., il y a vraiment un truc de... c'est modestement, quoi. On y va une étape après une autre, etc. Donc Younes, je l'ai rencontré plutôt par casting. Après, je l'avais vu dans la série Drôle. Et je l'avais vu des apparitions aussi dans des films, parce que c'était des plus petits rôles. Mais je l'avais vu dans la série Drôle. Mais c'est vraiment en casting que le choix s'est fait avec lui, parce que je cherchais pour moi, c'était hyper important que pour ce personnage, on éprouve une empathie immédiate. Et que c'est ça qui a amené la conduite, pour le coup, la conduite du récit, la conduite de la sauce dans laquelle il se met. Enfin voilà, il y avait vraiment cette idée-là, et quand il est arrivé, c'était immédiat. Et c'est vrai que par exemple, il a été important parce que à partir du moment où j'ai choisi Younes, j'ai vraiment articulé la famille autour.
Enfin, vraiment, on a toujours, dans les castings, il était là pour qu'on essaye avec lui, la copine, les sœurs, etc. Et Yam, j'y ai pas pensé tout de suite. Yam, en fait, c'est quand j'ai vu le film de sa fille, Bye Bye Tibériade, qui est vraiment un documentaire incroyable, enfin vraiment très très beau. Quand j'ai vu comment elle parlait avec ses sœurs, le rapport à la sexualité, le rire qu'elle avait, en fait c'est son rire et son histoire où je me suis dit mais c'est elle, le personnage c'est elle. Et je me suis dit, et donc je lui ai proposé, elle a tout de suite dit oui, elle a adoré le scénario, elle a adoré le rôle. Et enfin, honnêtement, c'est une rencontre très forte, très belle. Et encore aujourd'hui, la semaine dernière, on était ensemble parce qu'on a présenté le film à Rome, au Festival du film de Rome. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin, qui est vraiment maintenant dans ma vie. Donc ça a été vraiment incroyable de travailler avec elle. C'est une leçon d'actrice, d'humain aussi. Ça ne pouvait être qu'elle. Ça paraît évident. Moi, il a fallu que je voie le film de sa fille pour me rendre compte. Mais en tout cas, effectivement, ça ne pourrait être qu'elle. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on n'est pas dans le... Ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est qu'on n'est pas dans le gag. C'est qu'il y a une profondeur chez elle aussi. Et chez ce personnage, même s'il y a de l'exubérance, etc. Mais on peut avoir de l'exubérance, du baroque, mais qui est de la profondeur en fait, c'est pas antinomique. Et donc voilà, donc pour moi il y a vraiment, et ça ne pouvait être qu'elle qui pouvait l'incarner. Ces deux pôles, voilà. Ouais, elle est incroyable. Il y a 2 femmes au Cinémed de cette année qui sont assez extraordinaires. Il y a le film Cahiers Malaga avec Carmen Maura, ouais. Et ton film avec Yam Abbas. Et moi j'ai vu un lien, si tu veux, entre ces 2 femmes qui ont une générosité, une spontanéité, en même temps qu'un talent absolument exceptionnel. Et moi ça m'a vraiment touchée. Et les 2 sont capables de passer justement de la profondeur au rire, à la tristesse, à l'exubérance, etc. Ça a été de ce côté-là, ces 2 femmes-là, ça a été vraiment déjà un festival. Ah bah, je transmettrai à Yam, mais c'est marrant parce que... grâce à toi aussi, parce que c'est toi qui as conduit, qui dirige. Oui, merci beaucoup. Non, mais c'est marrant que vous parliez de Carmen Maura parce que c'est à la fois, c'est une actrice incroyable, c'est Almodovar qui est quand même une influence pour moi importante, Carmen Maura en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'elle avait fait un film, je sais pas si vous l'aviez vu, il y a des années. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, moi je parle du film de Nadir Moknesh, Le harem de Madame Haussmann. Ouais. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui a navigué entre l'Algérie et puis, la Méditerranée, quoi. Et donc j'aime assez cette référence parce qu'effectivement, c'est une actrice incroyable et qui peut effectivement jouer dans un registre très drôle et en même temps tout. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire et ce qui, au-delà de savoir tout faire, c'est de changer vite de registre. C'est-à-dire au sein d'une même séquence, de changer de registre. Et ça, c'est une sorte de mobilité d'acteur ou d'actrice, en tout cas, qui est très forte. Et à l'image, d'un coup, ça fait que c'est des gens qui ont plein de visages. Donc ça, c'est assez beau. On parle trop fort. Tout le monde en profite. Moi, je dirais qu'il faut les mettre là-bas, là, pour qu'on entende quand même ce qu'on dit. Ouais. Alors la musique. Oui, voilà. La musique. On parle de la musique. Ouais. Elle est extra, vraiment, elle rajoute une pêche supplémentaire au rythme du film et à l'ambiance. Donc, alors j'ai pas tout suivi à la fin, c'est un peu difficile, ça va vite. Les gens avec qui vous avez travaillé, si vous avez demandé une musique à quelqu'un, j'ai essayé de noter les noms, mais enfin c'était pas
Ce qu'on entend dans la boîte, quand ils dansent tous, ça c'est vraiment bouleversant. Ouais, dans le café de Zouila. Oui, Ouais. oui. Au milieu, plutôt vers le début. Oui, bien sûr. Et ben, la musique, bon, alors il y a la musique qui est composée par le grand Amine Bouafa, voilà, qui est Bouafa, ouais, Bouhafa, qui est vraiment un compositeur incroyable et qui travaille tout le thème. C'est-à-dire nous pour la musique, on a vraiment travaillé déjà, en se disant déjà, on voulait pas une musique de comédie. Mais comment la musique, en fait, c'était c'est tout ce que lui, le personnage principal, n'arrive pas à dire, doit s'exprimer dans cette musique. Finalement, c'est sa parole. Parce que c'est quelqu'un qui, comme il brode tout le temps, il parle peu. Il parle peu ou il parle pas. Et donc, la musique, elle était là pour exprimer, pour dire ses mots. Donc ça lui a beaucoup parlé à Amine, parce que comme il y a vraiment chez lui la musique, c'est à la fois c'est de la mise en scène, c'est un personnage, c'est pas du tout pour illustrer, c'est vraiment une ligne narrative aussi. Donc dans ce truc de la musique de film, etc., il y a quelque chose de très précis, très sensible chez lui. Et après, effectivement, il y a toute la musique. Moi, je voulais vraiment qu'il n'y ait que du rail donc la musique algérienne, populaire algérienne. Et ces moments, tant mieux si ça vous... c'est parce que c'est un morceau important pour moi, c'est un morceau de Cheb Asni. Ah voilà, Cheb Asni. Ouais, c'était Cheb Asni qui est... oui. Qui a été associé. Madame, dans le dossier de presse que vous pouvez télécharger sur le site Pyramide, vous avez la liste des chansons. Vous avez dit que vous n'arrivez pas à noter. Les chansons, Merci. Ouais. Il n'y a pas toutes les chansons, mais il y en a pas mal. On en a mis pas mal. Et donc il y a Cheb Asni qui est quand même une figure du rail qui a été assassiné très jeune pendant la décennie noire en Algérie, à Oran justement, à 26 ans. Et pour moi, ça a été un chanteur hyper important qui reste hyper important en Algérie, très 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 populaire. Et donc il y a 2 morceaux de lui dans le film. Et en même temps, il y a la nouvelle génération du rail, etc. Donc les Cheb Bello, il y en a d'autres. Donc j'avais vraiment envie le rail des années 90, le rail d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment dans le bar. Et ensuite, il y a le rappeur Tif, qu'on voit. Il y a le morceau d'Acide Arabe avec Sofiane Saadi, qui est un chanteur algérien, franco-algérien peut-être, je sais pas, mais en tout cas algérien pour sûr. Et donc voilà. Mais disons que sur les choix de la musique ajoutée, c'est vraiment tout dialogue avec la question algérienne. Que ce soit dans le rap, dans l'électro, dans le rail, elles poursuivent ce dialogue-là tout du long, jusqu'au morceau de fin, qui est un morceau que nous, on a fait pour le film, et qui réunit l'arabe et le français dans ce duo, et la musique est composée par Amine Bouafa. Donc voilà. Pour en revenir aux acteurs et actrices, il me semble avoir compris que pour celle qui incarnait la mère, la vraie mère, c'était son premier rôle, parce qu'il y a le fils qui a pris la parole dans la salle, c'est bien ça? Alors c'est pas son premier rôle. Elle a fait 2 petites apparitions dans 2 films. Un film de Laurent Cantet, Rambo, et elle a fait une petite apparition, et c'est là où moi je l'ai vue, dans un film de Léa Fener, sage-femme. Voilà. Et donc quand j'ai vu dans ce film-là, je me suis dit, tiens, c'est qui cette femme? Parce que je n'arrivais pas à trouver la mère. Pour le coup, j'ai vu beaucoup de monde et il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et quand elle est arrivée, vraiment, c'était tout de suite elle. C'est-à-dire cette capacité de passer du rire aux larmes comme ça en 1 seconde, la compréhension tout de suite des enjeux de la séquence, etc. Il y avait un truc immédiat. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est une femme qui n'est pas professionnelle, en fait, qui travaille à la mairie de Paris, et qui du coup est venue avec nous, et qui est une femme incroyable, vraiment incroyable. Et donc, effectivement, parce que
ses enfants à Paris ont vu le film, mais son fils hier, c'était très émouvant, il était très fier de sa mère, donc c'était très beau, ouais. Et j'avais une autre question, c'était par rapport à notre directeur photo, Sébastien Bosfer, je crois. Qu'est-ce que vous lui aviez demandé au départ? Parce que c'est un film qui est très lumineux, on a l'impression qu'il y a les odeurs, il y a tout qui est là. Qu'est-ce que vous lui aviez demandé? Vous lui aviez montré déjà des films d'Almodovar, ou peut-être les connaissez, mais je veux dire, qu'est-ce que vous lui avez demandé? Oui, effectivement, moi je voulais un film chaud, donc ça on a tout de suite parlé de ça. Je voulais que, effectivement, on a regardé Almodovar, Fassbinder, on a regardé aussi, je vais montrer des choses dans les comédies du cinéma italien aussi. On a vraiment, et lui aussi a apporté des références, etc. Parce que j'avais envie qu'il y ait... les lieux sont des personnages. C'est-à-dire que les lieux ont une identité très forte qui imprime parce que c'est des lieux qu'on retrouve. Et donc il fallait aussi comment on les filme. Donc ça, on a beaucoup dialogué là-dessus. Que dans cette idée de la chaleur, il y a la couleur, de comment on travaille ce rouge par teinte, comment on travaille le bleu, mais ça c'est aussi le travail qui a été fait évidemment avec le chef décorateur Michel Schmitt, avec la costumière Martha Rossi aussi, on a essayé de trouver une sorte de cohérence d'une palette graphique comme ça, mais dans tous ces détails. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, pour vous donner des exemples, mais quand on travaille un cadre, de se dire, tiens, là, il y a les cheveux roux de la comédienne qui plie des serviettes marron, le fond est rouge, il y a vraiment comme un truc qui dresse comme un tableau, en fait, comme ça. Le brillant pailleté dans le bar de Souila avec ce bleu derrière. Il y a plein de choses comme ça qui viennent comme donner une impression. En fait, c'est parce que la couleur, ça travaille toujours sur un rapport d'impression. Mais en même temps, dans ce truc d'impression, en fait, ça vient nous absorber, en fait. Et en même temps, on est dans la conduite de ce qui se dit entre les personnages. Et en même temps, on est pris par une sorte soit d'image mentale, d'émotion parfois, etc. Ou une sorte de mémoire. Donc il y a vraiment eu tout ça. Il y a vraiment eu l'idée où on s'est dit, c'est un film où les gens doivent avoir faim. Ça doit donner envie de manger. Oui, on a eu faim. Ouais. Voilà. Non mais c'est important en fait, en même temps. Parce que en tout cas, on a essayé de faire un film généreux, mais généreux aussi dans l'idée, d'avoir envie de goûter à. La prochaine fois, il faudra apporter des plats pour la Bien sûr, on va le faire, bien sûr, évidemment. Ouais, mais en tout cas, vraiment, il y a vraiment cette idée-là, dans cette idée de générosité, et puis l'idée de goûter des choses même parfois qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît, etc. Mais en tout cas, et donc, comment on filme la nourriture? Comment on arrive à lui redonner de la sensualité, la couleur, le moment des plats, la faim, etc., la bascule, il y a vraiment eu tout un travail là-dessus, parce que on y a apporté beaucoup de soins, dans le sens où des fois on triche au cinéma. C'est aussi ça, hein, c'est l'art de tricher, mais par exemple moi sur tous ces points-là, j'ai dit que moi il fallait on a fait appel à un vrai chef dans un bistrot à côté de Lyon pour nous faire des vrais plats bistrot, etc. Tout est choisi de manière précise, et parce que des fois c'était un peu mais on verra de loin, c'est pas grave. Non, si c'est grave, il faut que ça sonne vrai. Il y avait vraiment, en fait, en tout cas, ce désir-là sur l'application minutieuse, et parce que des fois, ce que je peux comprendre, mais un plat, c'est un plat, c'est pas grave, Non, la culture du bistrot, c'est le bon produit,
c'est comment c'est agencé dans l'assiette, etc. Sans faire trop de chichi d'ailleurs. Mais c'est juste qu'il y a quand même cette idée-là. Et ça, c'est un savoir-faire, c'est un artisanat en fait. Et donc, pour pouvoir le filmer, il faut que ce qui a filmé, ce soit... Enfin, il faut que c'est une valeur en fait. Donc voilà. Oui, après vous avez mangé comme ça. On a mangé, ouais. On a bien mangé pendant ce film. Hein. Voilà, on a bien mangé. En plus, on était à Lyon, donc ça va. On était... Et ouais. N'importe comment, le film commence aussi par le découpage des légumes. Ouais. Il y a beaucoup de... non, ça moi j'en ai rien à foutre, mais c'était les carottes. Il y a une dominante des carottes. Donc j'ai pensé que c'était aussi pour la couleur, déjà. Pour le couscous aussi. Voilà, exactement. Petit rond, t'inquiète pas, je sais le faire. Là. Et surtout, il y a une chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le rôle des enfants qui ont des petits rôles mais qui sont très importants parce qu'ils font rebondir justement le côté humour, parce qu'ils vendent la mèche. Parce que la petite fille, elle dit mais je sais pas, ou là, il faudrait vraiment pas qu'elle dise ça. Et le petit garçon, la même chose, il vend la mèche en disant non, mais en fait, c'est tonton, il m'a mis de la sauce tomate. Donc, comment tu as justement conduit, guidé ces gosses qui ont l'air complètement... ils sont à l'aise, ceux-là. Ouais, après, c'est vraiment... C'est 2 garçons d'ailleurs. Hein. Ah, c'est 2 garçons. Le deuxième, c'est un garçon aussi, avec les cheveux longs. Oui. C'est la mode chez les jeunes garçons, d'avoir les cheveux longs. Shaheen, qui s'appelle le deuxième. Et en fait, après, on a vraiment... moi, j'en ai vu pas mal à Lyon. Donc il y a vraiment sur le choix du casting. Shaheen en plus, celui qui a les cheveux longs, il a déjà joué dans un film, je sais plus lequel, mais la directrice de casting m'avait raconté ça, qu'il avait déjà joué dans un film. C'était à la fois, il y avait beaucoup d'évidence et en même temps c'était à la fois simple et compliqué parce qu'il faut vraiment comment on arrive à trouver à la fois le sérieux de la situation, comment il joue pas trop, de trouver le dosage et tout. Donc c'est vraiment un truc de direction. Après, moi j'ai fait des spectacles aussi qui s'adressent à la jeunesse. Donc c'est un public que j'ai côtoyé, des publics de cet âge-là aussi, et avec qui j'ai travaillé par exemple sur des ateliers de jeux, etc., des directions, etc. Donc il y avait des choses où j'ai déjà travaillé avec ce type de public, ces âges-là, au théâtre. Donc j'ai essayé de trouver comment... mais c'est très différent au cinéma, parce que d'un coup, par exemple, le petit garçon sur la scène de la circoncision, quand il a vu tout le monde et qu'il devait dire ça, il a pris peur. Il a dit non, moi je vais pas y arriver et tout, j'ai plus envie de le faire et tout. Et donc il a fallu le convaincre, etc. Lui dire que ok, on va le faire, mais comme on a l'avantage du cinéma, c'est qu'on peut faire des plans, on n'est pas obligé d'avoir tout le monde tout le temps. Et donc on a demandé à ce qu'il y ait moins de monde à ce moment-là, etc. Et il a plongé. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'il y a vraiment eu un truc, une bascule. Parce que lui, il était là, au moment de la circoncision, il était là sur 2 jours. Mais le premier jour, il était comme ça, un peu très peureux et tout. Mais bon, ce qui allait bien avec la scène. Et le deuxième, quand ils sont dehors et qu'il lui dit tu vas pas dire à mamie, etc., que ton zizi, tout ça c'est fait le lendemain. Et le lendemain, c'est lui qui donnait des indications aux acteurs. Non, mais faut que tu me regardes. Enfin, vraiment, j'ai dit, mais le mec, le gosse en une journée, il a basculé de comédien peureux à comédien professionnel qui donne des indications aux autres. Donc voilà. Mais en tout cas, ça... donc pour répondre sur la question des enfants, ça a été... ouais, mais en même temps, ils y sont vraiment allés avec générosité et tout, donc ça c'était super. Et après, le début, pour revenir sur la bouffe, oui, il y a vraiment la question graphique, effectivement, très justement, c'est-à-dire que... Mais pas que il y a les carottes, mais ce qui m'amusait aussi, c'est qu'en fait, en cuisine, vous voyez, il y a ces planches en fonction de ce qu'on découpe, elles ont une couleur différente. Donc effectivement, entre le homard, le rouge du homard sur le bleu de la planche, le vert de la planche avec les légumes, etc., etc. Après, il y avait plein d'autres occurrences
qui ont disparu au montage, malheureusement, c'est le jeu du montage. Mais voilà, il y avait tout un truc. Il y a le top shot au moment de la cuisine, quand on arrive dans l'appartement de la mère aussi, où là, on a aussi une sorte de paysage graphique et en même temps matériel sur la couleur et sur ces différents aliments, légumes, etc. Donc oui, il y avait cette volonté à la fois très matérielle, c'est-à-dire qu'on fait les choses pour de vrai, la découpe pour de vrai, etc. Et donc dans ce geste machinal mais technique, en fait ça amène une sorte de... ça crée déjà la dynamique du film. Enfin, en tout cas pour moi, je me dis qu'inconsciemment on est déjà... ça induit la dynamique du film. À la fois le découpage en termes de montage et le découpage, lui qui produit sur les aliments, enfin ça induit une sorte de mécanique. Et ça m'amusait beaucoup, même la chair qu'on enlève. Enfin, il y a vraiment. Après, on peut jouer le jeu à la fois des métaphores et des significations. On peut les filer comme ça parce qu'il y a pas mal de choses en fait comme ça qui filent à la fois la question de la métaphore, des significations, etc. Mais on va pas. Enfin voilà, chacun après, elles appartiennent à chacun. Mais voilà, en tout cas, il y avait une importance de tout ça. On vient de se rendre compte, tous les deux, là, que ça fait à peu près 1 heure que nous échangeons. Ah. Et, non, mais moi je suis bavard, vous voyez. Attendez la suite. Et que nous n'avons pas du tout abordé, nous n'avons pas encore parlé du personnage de l'ami de Mehdi. De Mehdi, oui. De l'ami de Mehdi. Ah, de l'ami de Mehdi. Oui, la belle rousse. Ah oui, bien sûr, bien Léa, sûr. Léa, elle s'appelle Léa. Oui. On est étonnés. Oui. Oui, on a parlé des deux mères. Oui. Vous attendez mon deuxième film? Eh bien très bien, il arrive bientôt. Hein. Quand ça? Oui, le personnage de Léa, c'est vraiment... justement, parlons-en. En fait, je l'ai choisi, par exemple, l'actrice Clara Breteau, que vous avez peut-être vue dans Les Amandiers de Valéria Bruni Tedeschi, qui fait pas mal de films. J'ai vraiment choisi parce que j'avais envie d'un couple moderne. J'avais envie qu'elle amène à la fois sa fougue, son plaisir, et en même temps c'est celle qu'il confronte à un moment avec cet énième mensonge, et qu'il confronte à ce mensonge et qui va déclencher tous les événements. Et comment elle est à la fois en réception, comment elle commence à douter, etc.